de ce soir. Il s'agit d'une tête couronnée, chef de collectivité, qui nous parlera donc des implications culturelles de cette législation, s'il y en a. Il s'agit de Sa Majesté Nikwe Kpatak Kpatakou II, roi de la civilisation Ga du Bénin. Sa Majesté, bonsoir. Invitation. Oui. Nous avons également un juriste sur ce plateau ce soir, Julio Tometti, un habitué de nos plateaux. Julio, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je suis avec aussi Marif Abiola. Bonsoir Marouf. Bonsoir Angèle Touboula, bonsoir Sa Majesté, bonsoir Julio Tometti, bonsoir chers amis téléspectateurs. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, vous pouvez aussi participer à cette émission en appelant le numéro 68 51 44 23. Je vais le rappeler tout au long de cette émission. Alors, la deuxième thématique a trait aux influenceurs. Nous allons revenir là-dessus dans la deuxième heure de cette émission. Mais en attendant, notre premier sujet de la soirée, l'enfant au Bénin peut désormais porter soit le nom de son père, soit celui de sa mère, ou encore les deux selon le choix des parents. Alors, Julio Tometti, c'est plutôt une révolution dans notre pays, plutôt ancrée dans la tradition du nom paternel. Oui, nous sommes, comme on aime si bien le dire, que dans un système patriarcal, et donc c'est le père ou, comment dire, la gente masculine qui a, dont la voix porte plus, comme on peut le dire. Sauf que, à l'origine, le Bénin est parti à bien de traités et conventions qui, comment dire, rétablit en fait une certaine égalité entre l'homme et la femme. Et quand on vient au plan national, nous avons sur le motif de l'article 26 de notre constitution, d'accord, qui établit, qui dispose clairement que l'homme et la femme sont égaux en droit. Donc, la recherche de cette égalité a amené, d'accord, un citoyen, je pense il y a quelques mois, a saisi la Cour constitutionnelle au fin de déclarer l'article 6 de la Constitution contraire à l'article 6 du Code des personnes de la famille contraire à la Constitution. La Cour constitutionnelle ayant rendu une décision, et donc il est de bon droit que le législateur se conforme, réaménage le Code des personnes de la famille pour se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle qui réaffirme encore une fois et donne donc toute force à cet article 26 de la Constitution qui rétablit l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, en fait, ce n'est que, comme on peut le dire, ce n'est que justice et ce n'est que force donnée à la loi ou plus précisément à la Constitution. Et on parle de l'article 6, je me permets d'en faire lecture très rapidement. L'article 6 nouveau du Code des personnes et de la famille qui dit ceci: lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents dans les conditions prévues par le présent code, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à l'enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Ce choix est notifié au médecin accoucheur ou au centre de santé de naissance et dûment porté à la connaissance de l'officier d'état civil. Alors, Sa Majesté, quand vous lisez cet article nouveau, l'article 6 nouveau du Code des personnes de la famille, ça vous inspire quoi? C'est également justice rendue à la femme, selon vous, qui êtes une tête couronnée? Écoutez, moi je pense que c'est une véritable révolution et je suis très heureux, je suis un roi très heureux. Je remercie la Cour constitutionnelle d'avoir pensé à ça et je remercie les chefs de l'État d'avoir pensé à promulguer cette loi-là. Ce n'est que justice. Vous savez, dans beaucoup de familles, il y a les enfants des femmes et il y a les enfants des hommes. Il y a comme une ségrégation qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est vraiment pas normal. Ça a duré un certain temps. Aujourd'hui, qu'on veuille corriger ça, ce n'est que justice et moi, je suis très content. Le cas se pose même chez moi actuellement. Vous savez que chez les leaders traditionnels, il y a des leaders traditionnels qui sont rois chez leur mère, dans la famille de leur mère, et il y a des leaders qui sont rois dans la famille de leur père. Bon, au Bénin, c'est très mal vu quand vous êtes roi ou leader traditionnel dans la famille de votre mère.
Parce que chez nous, par exemple, les Minans, parce que je suis roi de la civilisation Guin, donc les Minans, eh ben, c'est mal vu. On dit Nyon Bévi, Moussou Bévi. Alors là, dès qu'on vous a dit ça, c'est péjoratif. Ça veut dire que vous n'avez pas droit au chapitre tant que vous n'êtes pas l'enfant d'un homme. Alors avec cette loi-là maintenant, si vous pouvez porter les deux noms, personne ne peut plus parler. Et ça me fait plaisir, vraiment. C'est une injustice qui a été rétablie. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça me va droit au cœur. Et vous qui êtes tête couronnée, c'est vrai, devant la loi, on est tous égaux, mais dans nos pratiques culturelles, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent également dans ce sens, qui estiment que, vu tout le caractère de la femme, elle ne peut pas accéder à certains milieux, par exemple. C'est vrai qu'on va revenir beaucoup plus en détail dessus, mais je vais vous entendre rapidement là-dessus avant d'en venir à Barouf. Oui, bon, d'accord, mais vous savez, ce problème-là, nous, on a dépassé ça hein, chez les Guins. Moi, je suis roi, je suis à la tête de 41 divinités. Pour être adepte d'une seule de ces divinités-là, oui, il faut être issu de père ou de mère. Donc, nous sommes clairs. Donc, nous avons déjà anticipé sur ça, quoi. Hein. Il faut être adepte, il faut être issu de père ou de mère. Il faut avoir le sang du père ou de la mère. Oui. Donc, ouais, à partir de là, l'homme est égal à la femme et il n'y a aucun souci, quoi. D'accord ? Dans la pratique des cultes, nous avons des prêtres et nous avons des prêtresses. Et ils travaillent en symbiose. Donc je ne vois pas où est le problème, quoi. Nous avons besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Et puis c'est tout. Le culte, c'est comme ça. Les femmes ont leurs responsabilités et les hommes ont leurs responsabilités. Mais il suffit de s'entendre et tout va bien, quoi. D'accord. Pas de souci. Marouf Abiola sur la même question. Oui, je pense déjà, en ce qui concerne la loi, c'est bien évidemment ça, je pense déjà qu'il faut notifier 3 options. Parce que ce qui existait est toujours là. Mais la nouveauté, c'est que le nom de la mère peut s'ajouter avec le nom du père accolé, dans les deux ensemble. Donc 3 options. La première option, c'est que... Soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Ou soit les deux. Soit le nom de la mère, soit le nom du père, uniquement, ce qui existait déjà. Oui. Même le nom de la mère. Ou soit également... le nom de la mère, généralement, quand l'enfant n'a pas été reconnu par le père. Là, on légalise en réalité la chose, même si elle était plus ou moins... Mais là où on est maintenant, lorsque la filiation est établie, soit le nom de la mère, soit le nom du père, ou les deux accolés. C'est là il faut dire. Parce que déjà, il y a cette mésentente où certains pensent que c'est uniquement le nom de la mère, ou également uniquement les deux accolés. Non. Le père, rien n'a été enlevé à l'honneur de l'homme qui est également l'un des géniteurs, qui est également le géniteur de l'enfant. Rien n'a été enlevé. L'honneur de l'homme est sauf. Seulement qu'on peut ajouter. Et même, le législateur a eu l'ingénieuse idée de dire qu'en cas de désaccord, les deux noms sont donnés à l'enfant, seulement que celui du père est placé avant celui de la mère, sans trait d'union. Voilà, et justement à cet effet, Marouf, vous avez tendu votre micro à quelques Béninois sur le sujet qui ont opiné, donné leur avis. Effectivement, c'est bien ça, et on est descendu dans la rue pour écouter les citoyens lambda, mais également nous avons interviewé quelques juristes sur la question pour mieux comprendre ce que les innovations de cette loi-là, parce qu'il y a eu plusieurs innovations, notamment nous avons accentué nos questions sur l'article 6 de cette loi, et il y a encore ces citoyens-là qui ne comprennent pas grand-chose, oui, mais je pense qu'avec cet élément, avec l'intervention des sachants qui s'y trouvent, il y aura beaucoup plus d'éclairage, et je vous invite à suivre l'élément, et on revient. Désormais au Bénin, non seulement le mari peut donner son nom aux enfants du couple, mais aussi la femme a cette possibilité de voir ses enfants porter son nom. C'est l'article 6 de la loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2002-7 du 24 août 2004, portant code des personnes et de la famille en République du Bénin, qui le précise en ces termes. Je cite. « Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents dans les conditions prévues par le présent code, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à l'enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »
Ce choix est notifié au médecin accoucheur ou au centre de santé de naissance et dûment porté à la connaissance de l'officier d'état civil. Fin de citation. C'est donc une faculté offerte par la loi et non une contrainte ou une obligation. Toute l'aura que porte le nom de famille du père n'a pas été mise à mal par la loi. Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à l'enfant. 2 points. Ça veut dire qu'avec les 2 points-là, il y a des options qui viennent. L'option ordinaire qui était habituelle, soit le nom du père donc, ou alors soit le nom de la mère. Ça aussi, c'était une option que le Code de la famille permettait quand la filiation n'était pas établie à l'égard du père ou que le père refuse la paternité. Donc, 2 options déjà connues. Maintenant, la nouveauté, c'est soit leurs 2 noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun. Ça veut dire que mon mari s'appelle Nyakadia, moi je m'appelle Bopé. Ça veut dire que nos enfants s'appelleraient soit Nyakadia, soit Bopé, soit Nyakadia Bopé, soit Bopé Nyakadia. Des options qui visent à consacrer davantage l'égalité de droits entre l'homme et la femme et adapter le code des personnes et de la famille aux réalités sociologiques béninoises. Elles viennent contribuer à une justice sociale. Ça nous arrange, nous les femmes. Cette nouveauté législative vient mettre fin à une injustice sociale qui a longtemps duré. Parce que avant, quand vous avez un enfant dans un couple, l'enfant avait l'obligation de porter le nom du père. C'était comme si il y avait une domination, c'était le système de patriarcat. Donc l'enfant ne pouvait que avoir le nom de son papa. Psychologiquement, moi je pense que dans sa tête ils se disent donc c'est le père on voit d'abord, après on verra la mère. Depuis nos pères, ça a été toujours comme ça. C'est le nom de papa qu'on donne à l'enfant. Bon, comme aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'on ajoute le nom de la mère, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut accepter avec fierté quoi. Le nom de papa ne va pas s'effacer. Donc c'est possible, c'est pas mal. Quand bien même le nom du père n'est pas écarté et que l'honneur des hommes est sauf, certains citoyens n'apprécient point l'ouverture faite par le législateur. Personnellement, je ne crois pas que c'est une bonne idée. C'est vrai, l'égalité a ses limites. Je ne crois pas que l'égalité peut toucher tous les secteurs. Je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas légal. Pourquoi? Parce que quoi? C'est l'homme, dans notre coutume là, c'est l'homme qui a pris l'habitude d'attribuer son nom de famille à son enfant. Maintenant, on demande à la maman de le faire. Il y a des trucs que la maman ne peut pas faire face. Et c'est le père qui va le faire. Bon, il y a des foyers où l'homme ne joue pas son rôle, mais n'empêche quand on prend la majorité, c'est l'homme qui prend, c'est sur l'homme repose la charge d'un foyer. Donc. Le législateur a fait en sorte que nous nous retrouvions tous en face de 3 options. Au moment opportun, j'aviserai. Quand ce sera le moment de donner des noms à mes enfants, parce que je n'en ai pas encore, avec ma future femme, on en discutera. Soit les enfants prendront mon nom, mon patronyme, soit ils prendront son patronyme, soit nos 2 patronymes. Mais je sais quand même qu'il y aura un terrain d'entente, nous allons nous entendre facilement. Oui, je le sais. Déjà que c'est voté par des députés élus par le peuple, personne n'a le choix. Elle s'impose à tous. Nous n'avons pas le choix, même si ça blesse quelque peu ou sur certains points, on n'a pas le choix. On voit clairement que ça vient contredire l'habitude, ça vient contredire un tout petit peu ce qui se faisait. Mais nous n'avons pas le choix. C'est une loi et elle s'impose à tous. Voilà. Il prend pour papa et maman aujourd'hui. À son tour, quand elle va accoucher, elle a 2 noms de famille. Elle donne les 2 noms de famille à son enfant. Son enfant ajoute aussi pour le papa. Ça donne 3 noms de famille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, l'enfant aura combien de noms de famille? C'est la raison pour laquelle moi je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Ah, tout à fait. Sur cet aspect, je pense que les petits-enfants vont se retrouver dans une situation où, si leurs parents à eux n'acceptaient pas de donner seulement les noms de famille du papa ou les noms de famille de la maman, alors on va se retrouver dans une situation où un enfant aura 4 noms de famille alignés. Mais je plains cet enfant là pendant les périodes d'examen.
Une préoccupation à laquelle a répondu le Code. Un seul nom de famille est choisi des deux côtés. Si nous prenons comme nom de la mère Bianzin Asogba et pour le père Gauthier Montesquieu, les schémas possibles sont ceux-ci. Soit l'enfant va s'appeler Gauthier Bianzin, donc le nom du père, le nom de la mère, soit il va s'appeler Bianzin Gauthier, donc le nom de la mère avant, soit l'enfant va s'appeler Gauthier Asogba, là c'est le nom du père avant et l'autre nom de la maman, soit Asogba Gauthier, ou soit encore Montesquieu Bianzin, ou encore Bianzin Montesquieu. On choisit un des deux côtés. Et à partir de là, je suppose qu'à la fin, c'est, disons, Gauthier Asogba, le nom du père et le nom de la mère. Tous les enfants vont s'appeler Gauthier Asogba, Gauthier Asogba, Gauthier Asogba. Et c'est un point trait. L'enfant peut également, là aussi, porter soit uniquement le nom de la mère ou uniquement celui du père. Quel que soit le schéma à ce niveau, plusieurs noms seront zappés. J'aime bien le terme zapper. S'ils choisissent de zapper, ils zappent. Oui, s'ils choisissent de zapper, ils zappent. Mais vous savez, vous-même, vous savez comment nous sommes. Si on veut faire une option comme ça, on va s'asseoir, on va s'entendre. Personne ne doit se sentir zappé. C'est ça, en fait, l'objectif. Que personne ne se sente zappé. Que chacun ait le sentiment que c'est un peu de mon identité qui rentre dans le nom de mon enfant. Parfois, quand la filiation est établie entre les deux parents, il y a des cas où il convient plus à un couple de donner un tel nom plutôt que tel autre. Supposons par exemple que dans le couple, la femme contracte une maladie très grave, à l'accouchement a connu une complication, ses jours sont comptés et qu'elle dise à son mari, s'il te plaît, donne mon nom à l'enfant. Comme ça, au moins, c'est quelque chose que je lègue. Je partirai en sachant que l'enfant porte mon nom. Vous voyez, c'est un cas extrême que je prends pour expliquer que on ne peut pas, on ne sait pas tout ce que la vie nous réserve. Et donc, voilà un cas dans lequel le mari va dire, d'accord, je donne ton nom à l'enfant. Lorsque, par exemple, le père n'a pas reconnu l'enfant au début, donc la mère a donné son nom à l'enfant. Et voilà que le père est repentant, revient et dit, je reconnais l'enfant. La maman va dire, ah ok, pendant 10 ans, cet enfant-là, tu as dit que ce n'était pas le tien. Moi, je lui ai déjà donné le nom de mon papa. Donc, ok, j'accepte, mais on garde le nom de mon papa, on ajoute le tien. Ou même, le papa peut déjà lui-même d'office dire, je le reconnais, mais comme tu t'es occupé de lui, tout ça, je fais amende honorable. Mettons ton nom en premier et on ajoute le mien. La maman peut encore, ah non, en Afrique, on est vraiment, ah non, si tu as dit ça, si tu le reconnais devant la loi, l'enfant va porter ton nom. Donc, toutes les options sont possibles. La loi précise également qu'en cas de désaccord entre le père et la mère signalé par l'un d'eux à l'officier d'état civil, dans les 8 jours après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms. Le nom du père inscrit en première position, suivi de celui de la mère, sans trait d'union. Donc je crois que, honnêtement, tout est préservé. Les possibilités d'innover, les possibilités d'être plus ingénieux, aussi bien que ceux qui restent conservateurs. Voilà la production sur cet article du Code de la personne et de la famille, la loi modifiée et complétant l'ancienne loi. Donc voilà ce qu'il est important de retenir en ce qui concerne ceux qui se sont exprimés, en ce qui concerne cette nouveauté, cette innovation dans ce Code. Je pense qu'avec quand même notre culture, de discussion en discussion, les couples s'entendront. Et également permettre à la mère, malgré la filiation qui est établie, permettre à la mère de donner son nom à son enfant, je pense que c'est une justice sociale qui est réglée là. Je vous ai entendu dire qu'il faudrait les zapper à un moment donné, ce sera compliqué de les zapper, mais enfin, c'est très compliqué de les zapper, surtout pour nous autres qui avons 2 noms de famille, 3 noms de famille, peut-être sans tirer. On y tient quand même. La loi vous demande de choisir un seul nom.
Donc, oui, vous êtes obligé de Alors, nous avons entendu les citoyens dire, Sa Majesté, qu'il y a certaines choses que les hommes font que les femmes ne peuvent pas faire et que justement cette possibilité qui est donnée aux femmes n'arrange pas forcément les choses. Quelles sont ces choses alors que les hommes peuvent faire que les femmes ne peuvent plus faire aujourd'hui? Là, je suis en train de paraphraser exactement ce que dit notre ami interviewé. Ben, il aurait dû s'exprimer et aller plus loin parce que moi, je ne vois pas du tout ce que ça a à voir avec le nom. C'est vrai qu'il y a des choses que les hommes peuvent faire et que les femmes ne peuvent pas faire, mais bon... Justement, vous avez dit qu'il y a, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est quoi cette chose alors finalement? Non, quand je dis que c'est vrai qu'il y a des choses que les hommes peuvent faire et que les femmes ne peuvent pas faire, mais ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui arrivent à faire ce que les hommes peuvent faire. C'est ce que je voulais vous dire. Toutes les femmes n'arrivent pas à faire ce que des hommes peuvent faire et tous les hommes ne peuvent pas faire ce que des femmes peuvent faire. Est-ce que vous comprenez? Cette affaire de nom-là, moi je vais vous dire quelque chose qui est très simple pour mettre tout le monde d'accord. Dans les familles normalement constituées où actuellement il y a un seul nom, soit le nom du père, soit le nom de la mère, un homme est toujours enfant de femme et enfant d'homme. Donc, de savoir que s'il fait souffrir les enfants des femmes parce qu'il est enfant d'homme, savoir qu'il va souffrir aussi en tant qu'enfant de femme ailleurs. Et donc, je leur demande de mettre la balle à terre, en fait, et d'essayer de comprendre qu'en fait, il y a une injustice qui a été réparée, de comprendre ça comme ça. Quand on parle de la tradition, quand on parle de tout ça, il faut qu'on évolue. Donc, je prends un exemple simple pour me faire mieux comprendre par rapport à ma question. Je prends un exemple simple. Dans les couvents, c'est vrai que la femme a accès au couvent, mais il y a des restrictions. C'est vraiment restreint. Il y a des niveaux ou des degrés, des parties où la femme peut se rendre ou des parties au niveau desquelles la femme ne peut pas se rendre. Je vais vous répondre facilement. Et quand l'aîné peut-être de la famille se retrouve être une femme qui porte peut-être, ça c'est des exemples, le nom de sa mère. Comment on gère? Bon, écoutez, moi je vais vous répondre. Vous parlez des couvents. C'est un domaine que je connais. D'accord, mais c'est un domaine que je connais bien. Et actuellement, la présidente de notre divinité, la divinité de ma famille, Nikwe, c'est une femme. Elle commande tous les chefs de culte. C'est elle qui a la tête. Et c'est elle qui commande le couvent d'Agbo de Renfort. Vous comprenez? Et elle est reconnue et appréciée. Elle travaille mieux que certains hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je ne comprends pas très bien cette histoire de couvent. Elle voit tout. D'ailleurs, moi, personnellement, je peux vous dire que le jour où j'ai eu besoin de purification dans le couvent, sans elle, je ne pouvais pas rentrer à l'hôtel. C'est elle qui m'a permis d'entrer à l'hôtel, de me dire comment je dois y rentrer. Sans son autorisation, je ne peux pas. Tout homme que je suis, je ne peux pas. Vous comprenez? Elle a ce pouvoir-là que moi, je n'ai pas. Tout roi que je suis, vous comprenez? Donc, qu'on me dise que les femmes n'ont pas droit à ça dépend de la femme, encore une fois, ça dépend de ses attributions, de ses capacités et du pouvoir qu'on lui a donné. Et parfois, c'est l'être de la femme même qui pose problème, l'être de la femme, c'est-à-dire pour être vraiment terre à terre, les menstruations et tout le reste, quand elle est dans cette période-là, elle ne peut pas accéder à certaines choses. Il y a toutes ces implications de la chose que beaucoup de personnes considèrent et s'offusquent au fait de cette législation. Je vais vous dire quelque chose, je vais aller même plus loin. Il y a aussi le problème de trans. Vous voyez, le problème de trans. On estime que les femmes qui sont initiées peuvent rentrer en transe devant tout le monde et que c'est mauvais pour avoir des responsabilités dans un couvent. Non. Même les hommes rentrent en transe, mais ça, les gens ne savent pas ça. Vous comprenez? À rentrer en transe, ce n'est pas seulement attribué donner à la femme. Et c'est ce qu'on dit. Les hommes se retiennent plus ou moins, ou ils jouent les hommes, mais le problème n'est pas là. Le problème est que si vous avez la capacité de faire un travail, on vous donne ce travail à faire. Et c'est le cas de certaines femmes qui ont des responsabilités très élevées dans les couvents. Moi, je vous parle des couvents parce que vous m'avez parlé des couvents. Ailleurs, si vous me donnerez d'autres exemples, je pourrais vous dire peut-être autrement. Mais là, dans les couvents, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on note que tout peut s'adapter à la législation. Les femmes qui ont les menstrues, pour certaines choses, elles savent très bien ce qu'il faut faire. Lorsqu'elles ont les menstrues, elles ne viennent pas.
elles attendent la fin de leur menstrues avant de pouvoir accéder à certaines, certaines divinités ou à certaines pratiques dans le couvent, bien sûr. C'est normal. Ça, c'est vrai. Je reconnais que nous, les hommes, on n'a pas ce problème. Mais les femmes savent ce qu'elles ont à faire. Depuis le début, on leur a tout appris. D'accord. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité d'intervenir dans cette émission via appel téléphonique sur le numéro 98 80 93 71 98 80 93 71 ou message WhatsApp sur le 55 01 82 91. Si tout va bien, les numéros vont défiler en bas de votre écran. Alors, Julio Tometti, l'autre problème que pose peut-être cette loi, et c'est vraiment un problème, mais je vous pose quand même la question puisque on l'a entendu dire tout à l'heure dans l'élément de Marouf. C'est vrai, les parents vont choisir, je suppose, une famille dans laquelle le père a décidé de donner le nom de sa femme à ses enfants. Ça, c'est le choix du couple. Est-ce que la grande famille pourra accompagner réellement ce choix du couple-là? Ça, c'est la question de famille. Moi, je pense d'abord que le législateur a voulu se dédouaner. D'accord? Le législateur a voulu complètement se dédouaner sur des questions d'égalité, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, il revient à chaque famille d'utiliser comme bon lui semble, d'accord, les prérogatives données à l'un ou l'autre. De toutes les façons, nous avons commencé par prendre cette habitude. C'est vrai que la famille reste, comment dire, ce qu'elle est, comment dire, la grande famille, comme on peut le dire, mais beaucoup déjà s'habituent pour dire, en fait, l'affaire de couple, c'est la discussion de couple. Maintenant, dans notre société, c'est vrai, soit très mal vu, en fait, qu'un homme choisisse délibérément de conférer cet attribut à la femme pour dire, bon, nos enfants ne portent que le nom de la femme. Ça serait peut-être un peu mal vu, mais est-ce que ça pose de problème au fond? Vous avez exposé un cas tout à l'heure. Le cas peut être la même chose. Qu'un homme qui retrouve que, bon, peut-être, ou bien la femme qui retrouve que, vraiment, par rapport à ci et ça, et l'homme qui dit, bon, moi, j'ai vu tout ce que tu as fait, je n'ai pas peut-être été un papa honorable, vous savez, il y a, excusez-moi de le dire, il y a plein d'enfants sans père. C'est-à-dire quoi, vous voyez des femmes qui tombent enceintes, qui élèvent, qui gardent seule la grossesse, enfantent, élèvent seul l'enfant jusqu'à ce que ce dernier réussisse. Sauf qu'il n'y a l'intervention d'aucun père. Et qu'est-ce que la femme, en matière d'enfants, puisque nous sommes en train de parler de filiation, en matière d'enfants, si on laisse les autres considérations, il n'y a pas une seule chose que l'homme peut faire et dont la femme se trouve être incapable. C'est pourquoi nous continuons de penser que ce n'est que justice que le législateur a rendue, et en le faisant, il n'enlève rien, aucun pouvoir à l'homme. Il donne des possibilités. Cette partie-là que beaucoup donne des possibilités ne voient pour pas. que chacun ait la liberté de pouvoir choisir. Encore que, quand on analyse bien... Je crois que nous avons un téléspectateur au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir à vous. Peut-être qu'il est parti. J'espère que vous avez vos idées en place, parce que oui. le téléspectateur Encore que va quand on voit, certainement nous le législateur laisse toujours en fait la primauté à l'homme. Pour dire, lorsqu'il n'y a pas de choix du tout, le nom de l'homme et ensuite celui de la femme. Donc il y a une certaine... Peut-être qu'on va encore revenir sur ça. On va se demander toujours, dans cette recherche d'égalité, pourquoi le législateur dit, en cas, s'il n'y a pas de choix, pourquoi le nom de l'homme d'abord? Pourquoi ne pas dire le nom de la femme d'abord? Et donc, la question... C'est toujours pour peut-être conserver ce qui a été fait. Voilà. Allô? Bonsoir. Bonsoir à vous. Monsieur, je voulais dire que ce problème que le législateur a mis n'a pas de sens, parce que sur la présence authentique de l'enfant, c'est peut-être une... Allô? Alors, oui, nous vous recevons un peu avec des interférences, mais vous pouvez continuer. Je pense que c'est beaucoup mieux, à moins que vous soyez parti.
Apparemment, le téléspectateur, il est parti. Il va certainement revenir sur le 98 80 93 71. 98 80 93 71 pour les appels et les messages sur le 55 01 82 91. Oui. Je voudrais finir par vous raconter une situation à laquelle j'ai été confronté. C'est ma fille qui me demande Papa, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'Abomey. Maman, il est doux. Elle est doux. Elle est doux. Elle est Adja. Elle dit, et moi, je suis doux. Tu es d'Abomey. Elle dit, mais pourquoi? Elle me demande pourquoi. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Parce qu'elle dit, moi, je suis de tel. Ta maman est de tel. Elle dit, toi, tu es de chez moi. Elle me pose la question de savoir, mais pourquoi? J'ai dit, bon, c'est comme ça que ça a été établi, que tu es de chez ton père. Et donc, de plus en plus, avec l'évolution de la civilisation, nous serons confrontés à ces questions pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir de justification, sauf à aller appeler, nos pratiques patriarcales, sur lesquelles nous ne pouvons pas avoir d'arguments convaincants, parce que, en fait, le monde évoluant, les femmes prennent plus de responsabilités dans tous les sphères de la vie, et donc il n'y a plus de faits qui puissent justifier qu'on dise qu'il doit avoir priorité en l'homme, notamment lorsqu'il y a des questions de filiation. Et quand on va loin sur les questions de filiation, il y en a qui considèrent même dans notre civilisation que, en fait, c'est la femme au-delà de tout, c'est la femme qui porte la grossesse. Absolument. C'est la femme qui porte la grossesse. C'est vrai que c'est l'homme qui donne ce gemme-là. D'autres sont allés jusqu'à dire, dans les trucs là, dans les fécondations in vitro, l'homme, on peut aller acheter, excusez-moi de le dire, dans certains milieux, on peut déjà en acheter, et que c'est une femme qui porte. Et finalement, est-ce qu'on y a recherché peut-être le nom de ce sperme-là? Cela se fait... Donc, non, nous serons rattrapés, nous finirons par être rattrapés par ces faits-là. Et donc, le législateur a voulu être prévoyant, d'accord, en rétablissant, lorsque le problème s'est posé, en rétablissant une certaine égalité, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est bien que toutes les institutions l'aient accompagné, notamment la Cour constitutionnelle, le Parlement et la Présidente de la République, en promulguant la loi. Et nous serons peut-être aussi confrontés, Marouf, à des situations où dans une même famille, des frères et sœurs portent différents noms. Non. Pas du tout. Si je porte le nom de ma mère, vous, mon frère, vous portez le nom de notre père, et puis notre troisième porte peut-être le nom de... Pas du tout. De génération en génération, on va se retrouver. Non, pas du tout. Le code a prévu que lorsque vous le donnez au premier enfant, tout le reste portera le même. C'est-à-dire... Non, pas précisément. Non, lorsque la filiation est faite, lorsque la filiation est établie, et que, par exemple, moi je m'appelle Boussari, ma femme s'appelle Afo. Lorsque on décide par exemple de dire Boussari Afo et on donne le nom de notre enfant, c'est Boussari Afo que porteront les autres enfants de notre couple. C'est comme ça. Si vous n'avez plus fait de choix, chaque enfant, pour chaque enfant... Oui, même quel que soit le choix qu'on fait... Non, le problème c'est quoi? On dit pour chaque enfant... On va s'entendre. Puisque la loi, elle est devant nous, on peut toujours la lire. S'il n'y a pas de choix, c'est lorsqu'il n'y a pas de choix qu'on prend comme choix de couple le premier. Non, c'est pas... Sinon, le premier enfant, il a son choix, le deuxième, on fait son choix, le troisième, on fait son choix. Le juriste, justement, Marouf Fabiola, il y a un téléspectateur, je crois. Non, sinon, ce que le code dit, lorsque le premier Marouf enfant... Fabiola, nous allons prendre ce téléspectateur très rapidement, s'il est là. Allô? Je pense que le téléspectateur, il est parti. Oui, Julio, vous étiez en train de développer une partie de vous. Oui, je disais, c'est... Écoute, le code dit, le nom précédemment choisi ou dévolu dans les conditions de la présente disposition pour un enfant commun vaut pour tous les autres enfants communs. Ça, c'est la disposition Oui. Lisez l'article 6 nouveau, alinéa 4. Le nom précédemment choisi ou dévolu dans les conditions de la présente disposition pour un enfant commun vaut pour tous les autres enfants communs. Donc, on n'aura pas un premier enfant tant et un second enfant tant. Si par exemple pour mon couple, je dis par exemple, moi mon épouse s'appelle Afo, donc ça va être Boussari Afo. Si on choisit ça comme ça, pour tous les autres noms, c'est Boussari Afo plus le prénom. Donc il n'y aura pas ce problème. D'accord. Oui, je crois que... Non, je ne suis pas d'accord loi... je suis pas d'accord pour l'interprétation. En fait, il faut reconnaître que
Cette disposition de l'alinéa 4, il faut le lire sous l'angle, parce qu'en fait, la règle, c'est le choix. La règle, c'est le choix. C'est le choix, justement, puisque C'est l'article a été voilà, vraiment clair. La règle, c'est le choix. C'est lorsqu'on ne choisit pas, d'accord, que les dispositions spécifiques s'imposent. Ici, dans ce d'alinéa 4, se pose le nom précédemment choisi ou dévolu dans les conditions de la présente disposition pour un enfant commun vaut pour tous les autres enfants communs. D'accord. Ça suppose, de mon point de vue, on ne va pas faire le débat ici. De mon point de vue, ça suppose que il s'agit de là où vous avez différentes interprétations de cet alinéa 4 de l'article 6 nouveau, Marouf. Votre interprétation n'est pas forcément celle du juriste sur le plateau, donc on va peut-être chercher encore à mieux approfondir cette interprétation pour être sur s'il y a une autre interprétation, il y aura problème dans les couples. C'est ça. S'il y a une autre interprétation, il y aura problème dans le couple. Et également, la secrétaire exécutive de l'UNF a expliqué de la même façon. Lorsque, par exemple, on choisit Boussari, c'est que tous les autres enfants porteront Boussari. Le premier, le choix que nous sommes entendus pour le premier, tous les autres enfants porteront le nom. C'est pas exclusif. On peut, dans une autre mesure, on peut, le couple peut dire, pour le premier enfant, je veux que mon nom soit passe en premier. Et pour le second enfant, on n'aurait pas suivi la loi. Non, on n'aurait pas s'entendre. On n'est pas lié à l'autre, c'est pour chaque enfant. C'est pas un débat entre vous et on va s'entendre, s'il vous plaît. Sinon, ça risque de faire cacophonie et puis les téléspectateurs ne vont du tout nous percevoir. Donc, on va essayer de remettre la balle à terre pour pouvoir mieux s'entendre. Oui, allô. Il y a un téléspectateur. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir madame la journaliste. Oui, merci de nous rejoindre dans cette émission. Comment on vous appelle? Moi, c'est Samuel Dimon. Oui. D'accord, allez à votre... Vous voulez contribuer à cette émission, je suppose? Oui, je veux contribuer à l'émission, surtout donner mon point de vue par rapport à... Allez-y. Au débat. Et moi, je trouve que la décision est une décision vraiment qui va peser sur notre communauté. D'accord. Parce que quand vous prenez un peu le monde dans lequel nous vivons, surtout au Bénin, on voit que il y a le monde islamique, il y a le monde chrétien et animiste. Quand on considère tout ce monde, chaque religion a ses fondamentaux concernant le droit sur la femme. Mais si aujourd'hui on doit comprendre que moi, je suis d'une religion ou d'une ethnie où ma femme me doit une soumission au foyer, mais même s'il y a égalité entre hommes et femmes, ça c'est côté... Vous êtes femme, mais vous savez de quoi je parle. Non, je ne vois pas. C'est à vous de développer toute l'étendue de votre idée, monsieur. Excusez-moi. Et quand vous prenez, par exemple, je prends l'exemple de cas des animistes, où peut-être chez eux, la femme va participer à des rituels appelés d'autres traditionnels, où on doit exiger à la femme le respect qu'il faut selon les coutumes. À la femme, cette femme a bouche là de dire je veux réclamer la paternité que mon enfant. Est-ce que cela est possible? D'accord. Ouais, c'est une décision où vraiment qui fait beaucoup réfléchir. Nous, on a discuté par rapport à ça hier avec quelques amis. Et ils sont dans sa version, mais
moi je trouve personnellement que la décision, ça va diviser beaucoup de couples si on considère cette loi-là, ça va diviser beaucoup de couples. Non, mais c'est sous-entente. Le couple doit pouvoir s'entendre et décider. C'est une possibilité, au fait, monsieur. C'est une possibilité, donc je pense... Vous saviez, de nos jours aujourd'hui, quand on va dire ça, vous savez, avec nos femmes, vous êtes nos mamans, mais avec nos actuelles femmes, vous saviez, c'est pour commencer par chanter ça là au foyer. Hein. Après ça, si papa n'écoute pas, tu vas entendre qu'à quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Non, là, c'est l'extrême, cher ami, c'est l'extrême, je pense. D'accord, mais on vous aura bien compris. Je salue tout le plateau et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre contribution, monsieur. Alors, nous allons revenir au plateau très rapidement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Il faudrait bien qu'on aille au second sujet. Et bien avant de partir, je voudrais demander à chacun de vous, j'aurais dû peut-être commencer par là. Est-ce que vous êtes prêts, évidemment, à laisser votre femme donner son nom à vos enfants? Vous avez fini de concevoir. Je suis fondamentalement prêt à laisser enjoindre à mon nom celui de ma femme. Donc les deux? Oui. Et lequel vous voulez que... Comme le législateur l'a préconisé, le mien avant. Je dis, je laisse enjoindre le mien. Toujours... voilà, parce que le législateur me le permet. D'accord. Sa Majesté, je ne sais pas si je peux me permettre de vous poser cette question avant ce que... écoutez, moi, c'est vrai que de mon côté, je porte le nom de ma mère et de mon père. Ah, les deux? Oui, je porte les deux. Et que mes enfants qui sont nés au moment de ma royauté portent également les mêmes noms. Maintenant, pour ce qui est l'état civil? Oui, à l'état civil. Donc vos pièces d'état civil, ouais, c'est-à-dire, j'allais dire, l'acte de naissance, tout. Maintenant, pour ce qui est de la loi, là, pour porter le nom de ma femme et mon nom, feu vert. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit père, mère ou mère-père, ils peuvent même porter le nom de leur mère seule, ça ne me gêne pas. C'est pas pour ça qu'ils seront déshérités, au contraire. Parce que si vous aimez votre femme et que votre fils aime sa mère, il ne va pas voir le problème. Un nom, c'est un nom. Hein. Voyez-vous, voilà. Oui, Marouf, à vous. Oh, moi, je suis prêt. Je pense que ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Et comme nous avons procréé ensemble, je pense que le fait donner, chacun donne son nom à l'enfant, je pense que c'est la meilleure option. Pour moi, je vote beaucoup plus pour la troisième option. Le nom du père, le nom de la mère, et maintenant le prénom. Et il peut arriver... Donc les deux, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, il peut arriver même que certains hommes donnent le nom de leur femme. Je donne par exemple un exemple. Quelqu'un dont la femme s'appelle par exemple Glélé. Et il dit, bon, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Glélé. Et je voudrais, quand j'entends Glélé, je suis heureux. Donc je voudrais que mes enfants portent ton nom, puisque tu t'appelles Glélé. Donc, il peut arriver que ça se passe comme ça. Et il peut arriver dans d'autres cas, je dis, ah, pour cet accouchement, tu as beaucoup souffert, on donne ton nom. Et comme ça, mais seulement que les autres vont porter le même nom. C'est ça. Sinon, moi, pour ma part, je suis pour la troisième option. Bizarrement, aucun de vous n'a dit l'exclusivité du nom de la femme. Vous savez, il y a une loi, il y a une règle chez nous, les rois en général, en tout cas, dans mon cas personnel, puisque nous avons un cas à part, étant donné que la succession au trône se fait de père à fils, ou à défaut, donc la neveu. Donc c'est clair que quand vous avez un fils, vous avez intérêt à ce qu'il porte le nom, sinon il ne pourra jamais vous succéder au trône. Vous comprenez? Et si c'est la mère qui est reine, c'est la même chose. Il faudrait que son enfant puisse lui succéder. Si j'oblige mon enfant à porter mon nom et pas le nom de la mère, il risque d'échapper également donc, à la succession au trône. Donc quelque part,
ça peut arranger, quoi. Ça dépend des cas. Il y a beaucoup de cas où ça peut arranger, mais je pense qu'il y a plus de cas où ça peut arranger que de cas où ça n'arrange pas. C'est vrai qu'il y a des problèmes de religion, hein. Ça, on ne peut rien y faire, mais ça, on n'y peut rien. Chacun va pouvoir modeler la loi à son goût. Et puis, ce n'est pas une obligation non plus. Il faut que les deux s'entendent. Voilà. C'est sous-entendu. Voilà, Donc, je taquinais mes deux amis parce qu'ils n'ont pas dit, bon, je décide que ce soit le nom exclusif de ma femme, et puis bon, que les enfants vont pas vous garder toujours. Non, j'ai trouvé. Non, là, vous gardez, comme on le dit, enfant, vous gardez la corde du mouton. Non, j'ai trouvé qu'ils étaient très fair-play. Hein. Ils ont été très fair-play tous les deux. Je les félicite, hein, franchement, parce que c'est pas tout le monde qui accepte ça. Merci beaucoup à vous, Sa Majesté Nikwe Kwatakwataku. Moi, je suis une femme. Oui. C'est au bon vouloir de monsieur. Ah non, non, mais vous entendez, c'est une entente. Évidemment, c'est une entente. Là, moi, je voudrais bien que l'un de mes enfants, au moins, porte le nom de mon nom ou mes noms. Je voudrais bien. Votre nom seul ou votre nom en premier. Pourquoi pas mon nom seul? Ça pose pas problème. Si on s'entend. Mais quand vous tous, vous l'avez expressément dit, aucun homme ne va accepter. Enfin, peut-être que je suis là un peu trop large, mais notre société est assez patriarcale. Je ne pense pas qu'un homme, même s'il est très flexible sur le sujet, c'est aussi au-delà de l'homme, lui, l'individu, il y a également sa famille qui est derrière. C'est pour dire après que la femme le manipule, des choses du genre. Donc, on connaît notre société. Et puis voilà. La femme aussi a une famille derrière. Et donc, quel est le problème? Mais c'est progressivement, justement, qu'on va le faire. Oui, Julien. Je voudrais préciser que tout ce que nous disons là n'est valable, d'accord, que lorsque c'est un enfant né dans le mariage ou lorsque c'est un enfant hors mariage, mais que la reconnaissance de paternité a été établie. Oui, on l'a précisé tout au long de cette émission. Et je voudrais même ajouter, lorsque par exemple c'est hors mariage, la filiation n'est établie qu'un parent, l'enfant porte le nom du parent. Maintenant, si l'autre revient, ils vont s'entendre. Seulement que si l'enfant est majeur, ce ne serait plus une entente à deux. Voilà, la décision de l'enfant intervient. Justement, comme notre thème était vraiment calé sur cette possibilité-là, c'est pour ça qu'on n'a pas abordé les nouveautés dans leur entièreté. Le code, il est disponible parce qu'il a été promulgué, c'est-à-dire les nouveautés apportées au code ont été promulguées. Donc, c'est disponible sur le site du gouvernement. Les téléspectateurs peuvent aller télécharger et le lire en intégralité. S'il y a peut-être des points d'ombre, il peut toujours commettre des juristes pour mieux l'expliquer. Il y a également le problème d'interprétation qui s'est posé entre mon cher ami Marouf et puis notre juriste. De toutes les façons, ça, c'est justement le caractère de la loi, puisque chacun l'interprète, mais dans l'exécution, l'application de cette loi, il doit forcément avoir un VT. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce premier thème. Merci beaucoup à vous, Sa Majesté Nikwe Kwatakwataku II. Je rappelle que vous êtes roi de la civilisation du Bénin, Julio Tometi, juriste, et puis Marouf Boussari. Vous restez en place, Marouf, pour notre deuxième thématique du jour. En attendant, nous, avec la complicité de la régie, nous allons raccompagner nos deux invités. Nous sommes ensemble pour encore plus de plaisir dans cette deuxième thématique qui sûrement va vous intéresser puisque, eh bien, vous les voyez très souvent sur les réseaux sociaux. On parle aujourd'hui d'influenceurs. On ne sait plus qui est influenceur ou c'est quoi être influenceur. Comment on fait ou on pratique justement ce métier? Est-ce que c'est plutôt des producteurs de contenus digitaux, voilà, ou bien des gens qui font simplement du marketing? Nous allons essayer de comprendre ce concept avec notre deuxième thématique du jour. Et c'est évidemment influenceur, l'envers. J'ai en studio Julien avec nous ce soir. Il est journaliste, producteur radio. Julien Akodjane, bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir chers amis sur le plateau et bonsoir à tous les amis téléspectateurs de télé. Voilà, et nous avons également avec nous précieuse Nadi qu'on voit
sur les réseaux sociaux. Voilà, bonsoir Précieux. Bonsoir Angèle, merci, c'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Et je rappelle que vous êtes créatrice de contenus digitaux avec beaucoup d'autres titres. Mais on va conserver celui-là. Si on se met à présenter le tour, on va pas finir. Alors, bonne arrivée à vous. Merci. Évidemment avec Marouf, qui est sur ce plateau également. Alors, nous allons démarrer avec celle-là qu'on voit justement tout le temps sur les réseaux sociaux. Précieuse, dites-nous, je ne sais pas si vous vous présentez aussi comme influenceuse, si je crois bien, je veux bien comprendre avec vous ce concept. Nous voulons tous comprendre avec vous ce concept qui est plutôt en vogue et beaucoup de gens en font leur métier. Alors, expressément, je ne dis pas que je suis influenceuse. Je me suis rendu compte que j'étais influenceuse quand les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ont commencé à me dire « Précieuse, j'ai fait tel choix parce que tu as fait tel post à tel moment. » À partir du moment où on me dit « Précieuse, quel téléphone tu me recommandes ?» À partir du moment où on me dit « Précieuse, quelle bibliothèque je vais fréquenter, quel livre je dois acheter ?» Vous savez, l'influence, la définition de l'influenceur, pour moi, on va partir de l'influence. L'influence, c'est l'action continue exercée sur une personne ou sur une chose. Et donc, l'influenceur, c'est cette personne-là qui exerce une action continue sur son audience. Quand on parle des réseaux sociaux, on parle d'audience, on parle de followers. Donc oui, l'influenceur, c'est cette personne qui, grâce à son exposition médiatique sur les réseaux digitaux, je vais dire, réussit à construire une grande communauté autour de lui ou d'elle et à pouvoir dicter le comportement d'achat ou un mode de vie aux personnes qui le suivent en fait. Donc, hier, on parlait de leader d'opinion. Donc, je pense qu'on peut assimiler le terme leader d'opinion aux influenceurs d'aujourd'hui. C'est un terme qui a été inscrit au dictionnaire seulement en 2017, au même titre que les retweetés, etc. Mais ça existait bien avant. On en parlait depuis, je crois, 1940. Et c'est aujourd'hui vraiment que les gens ont commencé à prendre, à se considérer comme influenceurs en ligne. Ça existait depuis. Les stars qu'on regarde à la télé, qui représentent des marques, sont des influenceurs. Mais aujourd'hui, on a aussi bien les stars, on a aussi les micro-influenceurs qui sont des personnes qui ont de petites communautés sur Internet, peut-être 10 000 abonnés, qui ont de l'impact, qui sont plus accessibles en fait par les marques. Et aussi, on a les clients satisfaits, qui sont aussi des influenceurs. Ces personnes-là, en fait, les marques se servent d'elles pour pouvoir atteindre plus facilement leur cible. Parce que vous savez, une marque qui se lève aujourd'hui et qui vous dit « j'ai le meilleur produit qui soit », on n'en a plus besoin. On ne va pas vous croire parce que c'est votre produit. Mais quand vous avez un influenceur qui vient, qui a déjà la confiance de sa communauté et qui dit « écoutez, j'ai acheté tel téléphone, c'est le meilleur », parce qu'on lui fait confiance, on va acheter le téléphone. Donc, si je comprends bien votre définition, nous pouvons être tous influenceurs si on enlève un peu peut-être le côté marketing ou bien le côté marketing. Je pense qu'on peut être tous influenceurs en réalité. On peut être tous influenceurs. Oui, je pense qu'on peut l'être. La base pour moi de l'influence, c'est avoir une communauté. Aujourd'hui, on remarque une certaine... On remarque que sur les réseaux sociaux, les jeunes, les influenceurs, ils veulent amasser le maximum d'abonnés, ils veulent avoir, 100 000 abonnés. Mais après, pour moi, le tout ne suffit pas d'être visible. Ça ne sert à rien d'être visible et d'avoir zéro impact en fait. Justement, l'influence pour moi, c'est dans l'impact que vous avez sur votre communauté. Donc, on fait des posts pour attirer des gens, mais après, on ne les retient pas. Ça, ce n'est pas de l'influence pour moi. D'accord. Nous allons revenir sur l'impact tout à l'heure. Julien, oui, vous donnez quelle définition? Vous partagez cette définition assez large dans les pas précieuses.
je suis parfaitement aligné avec Précieuse, autant pour moi, par rapport à cette belle définition qu'elle donne de l'influenceur aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et une chose est d'abord d'avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux, de construire une bonne communauté, mais l'autre est d'engager vraiment cette communauté-là et de pouvoir agir sur l'opinion de cette communauté que vous avez créée. Si vous ne pouvez pas le faire, ça ne sert à rien. Il y a aujourd'hui l'amalgame qu'on observe, beaucoup qui ont une bonne communauté, des followers, qui en fait en réalité ne sont pas des, je vais dire, des leaders d'opinion ou des influenceurs en quelque sorte. Ils sont là juste pour le kiff, juste le fait d'avoir juste derrière soi un certain nombre de personnes qui suivent. Ils sont, comme on dit, inside life, ils viennent exposer leur vie, leur quotidien, sans pour autant avoir un impact réel sur ces gens-là qui sont des abonnés. D'accord. Oui, Marouf, oui, tu as une question? Oui, non, pas de question, mais je pense que la définition de l'influenceur se retrouve dans les différentes interventions. Surtout, c'est quelqu'un qui a une notoriété, un pouvoir et se sert de ce pouvoir-là, de cette notoriété pour impacter une communauté. Donc je pense pour moi, c'est ça l'influenceur. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir 10 000, 20 000 abonnés. Du moment où, ça peut même être 1000, 500 et autres, du moment où, lorsque tu dis, ça fait changer. Lorsque tu donnes une action, les gens suivent cette action. Lorsque ton opinion peut changer le cours de la vie de quelqu'un, lorsque ton opinion peut changer ce qui se passe, la politique ou bien quelque chose en économie, tout ça là, je pense que tu es déjà un influenceur. Et pour mieux gérer ce cadeau que tu as, c'est de t'offrir une parcelle d'activité, c'est-à-dire il ne faut pas te disperser. Lorsqu'on sait par exemple que tu es dans la politique, ça marche beaucoup plus lorsqu'on est ficelé, lorsqu'on est cadré vers un champ d'activité. Donc je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de monde, il s'agit juste de pouvoir impacter, de pouvoir changer le cours de la vie, de pouvoir imprimer une marque à une communauté. Je pense que lorsque vous arrivez à faire ça, vous êtes influenceur. Même pas votre WhatsApp, vous pouvez être influenceur. Lorsque par exemple vous posez un statut et que vous remarquez à chaque fois que 300 personnes arrivent à suivre, ont vu votre statut, ou bien 500 personnes ont vous influencez déjà, parce qu'il y a déjà des gens qui se disent il faut que je m'intéresse à son quotidien. Moi, c'est comme ça, sur mon portable, il y a des gens, quand je vois, c'est vrai, j'ai tellement de numéros, moi, je me suis abonné personnellement à une personne, elle diffuse que des blagues. Gens, quand tu vois le nom en même temps, tu dis il faut que j'aille voir ce que cette personne a publié. D'accord. Alors, de nos différents développements, je retiens 3 mots-clés. Communauté, impact, followers. J'espère que c'est bien cela. À quoi évalue-t-on cet impact-là? Parce que je pense que l'impact va entraîner la communauté qui entraîne cette fois-ci les followers. Donc, c'est une relation de chaîne apparemment. Comment évalue-t-on cet impact-là, Précieuse, Nadia? Moi, de mon côté, je ne suis pas dans amasser le maximum d'abonnés, le maximum, mais dans le concret. Les 10 000 ou les 15 000 qui sont là, comment est-ce que tu arrives à changer leur vie? À part les réseaux sociaux, moi j'ai initié ce qu'on appelle des meet-up. Donc, partir des réseaux sociaux pour se rencontrer dans la vraie vie. Quand vous annoncez des rencontres du genre, combien de personnes sont prêtes à venir vous rencontrer? Quand vous dites « j'ai telle formation à vendre », combien de personnes viennent acheter cette formation-là? Quand vous dites « je sors une marque aujourd'hui », combien de personnes sont prêtes à dire « écoute, je veux acheter un produit de ta marque ». Pour moi, personnellement, l'impact, je l'ai mesuré quand j'ai développé des marques, quand j'ai commencé à donner des formations. L'impact, je l'ai mesuré quand j'ai organisé aussi des conférences gratuites. Donc pour moi, c'est vraiment partir des réseaux sociaux pour venir dans la vraie vie. Maintenant, après, il y a des gens pour qui l'impact, c'est juste le nombre de likes. C'est faux, en fait. Il y a quel intérêt à valoriser ce nombre de likes-là, justement? En fait, justement,
les gens, il y a beaucoup de mythomanes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui vendent du rêve aux jeunes. Moi, ça me fait mal de voir qu'une personne qui, dans la vraie vie, ne réalise rien de concret, aille faire une séance photo, en costume, etc., vienne dire aux jeunes, écoutez, j'ai planté un grain de maïs et aujourd'hui, j'ai des usines, etc., ça veut rien dire. Écoutez, et les jeunes, ils sont là, ils pensent que c'est vrai. Après, il y a des milliers de likes. Et l'impact pour eux se résume à ces likes-là. Et les marques, en fait, l'erreur qu'elles font, c'est se baser sur le nombre d'abonnés. Monsieur l'a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir, pour moi, vous pouvez même avoir 100 abonnés et influencer les gens. Et vous pouvez avoir 100 000 abonnés et ne influencer personne, en vrai. Donc, pour moi, les likes ne veulent rien dire. Il y a des gens qui voient vos posts et qui n'aiment pas, mais qui ont été impactés derrière. Il y a des gens qui, moi, m'écrivent, qui n'ont jamais commenté mes posts, qui n'ont jamais aimé, qui m'écrivent « Écoute, je te suis depuis 2 ans. J'adore ce que tu fais. J'aimerais que tu travailles avec moi. » L'impact aussi, c'est quand des organisations internationales, quand des marques me sollicitent pour dire « Précieuse, je voudrais qu'on collabore. Je voudrais que tu mettes en avant mon produit. » Pour moi, c'est ça, en fait, l'impact. Mais quand vous faites tout un tapage sur les réseaux sociaux et que derrière, il y a 0 chiffre, 0 crédibilité, 0 respect, il faut réfléchir. D'accord. Donc, en dehors du partage avec sa communauté, il y a un intérêt derrière, l'intérêt pour l'influenceur qui amasse justement parce que beaucoup d'argent grâce au placement de produits. Enfin, c'est l'expression aujourd'hui. Absolument. Parce que ça sert à rien. Vous savez, la connexion Internet, c'est de l'argent. Ça coûte cher au Bénin. Pour l'étudiant, ça coûte cher. Et c'est long. Donc, quand vous passez du temps à produire du contenu, à passer du temps à faire rire les gens ou à impacter les gens, il faut un retour, sinon vous payez votre connexion comment? C'est normal d'être payé pour ça. Donc c'est un métier entier, Julien. Oui, aujourd'hui, influenceur, je l'accepte, c'est un métier et il faut en prendre conscience. On a du mal à l'accepter parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on ne sait vraiment pas ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils vont exposer leur vie. Non, aujourd'hui, concrètement, concrètement, on peut en faire un métier, d'accord. Mais d'abord, il est question de prendre conscience de ce que aujourd'hui être influenceur, c'est un métier. Et comme l'a dit Précieuse, il faut non seulement bâtir cette communauté-là, mais après cela, créer du contenu pour l'engager, d'accord. Et dès que vous finissez cette étape, il y a cette visibilité-là que vous avez, cette notoriété que les gens, que vous avez sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, les marques commencent à venir faire placement de produits. Et ça ne s'arrête pas là. On commence à évaluer l'impact justement à partir du moment où les gens, vos followers, passent à l'action. Vous l'avez dit, lorsque une marque de téléphonie mobile sort un produit et vous confie cette stratégie marketing. Les jurys de cette voilà, marque. Et que voilà, vous venez via vos réseaux sociaux défendre ce produit-là et que derrière, vos followers commencent à passer à l'action, commencent à activer ces services-là. Voilà, on commence à mesurer l'impact réel de votre présence sur les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où personne ne passe à l'action, d'accord? Ne passe à l'action, ça veut dire que vous avez, oui, vous êtes présent, vous avez une bonne visibilité sur les réseaux sociaux, mais vraiment, vous n'influencez pas l'opinion des gens, vous n'amenez pas les gens à passer à l'action entre la publicité que vous faites et l'action d'acheter le produit et service de la marque. Voilà, c'est zéro résultat. Oui, justement, zéro résultat. Et je rappelle à nos téléspectateurs que l'exercice, il est le même. Ils peuvent intervenir sur le 98 80 93 71. Et Marouf, justement, par rapport au Béninois, vous avez une autre production pour nous sur ce que pense le citoyen lambda de nos influenceurs au Bénin. Exactement. Edouard Capo et Ancien Monguet ont promené la caméra et ont interviewé quelques citoyens lambda. On suit leur réponse.
Un influenceur pour moi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, profite par ce pouvoir pour intimider d'autres personnes qui ne sont pas égales à lui, quoi. Par exemple, les autorités, je peux dire, présidentielles, autres personnes. C'est quelqu'un qui peut déjà avoir un dessus sur l'autre. Ça dépend du domaine. Je peux dire quelqu'un que j'admire plus et que je peux me ranger à tout peut-être ce qu'il veut, à tout ce qui est de sa volonté. Je prends l'exemple de mon président de la République. C'est un influenceur, après tout c'est le numéro 1 du pays. J'ai connu des gens qui impactent mon domaine, qui déjà à leur arrivée, tu te ranges déjà et tu sais que bon, celui-ci, il faudrait que je me mette au pas pour pouvoir le faire face. C'est déjà un influenceur. Influencer, ça ne marche pas partout. Influencer, selon moi, c'est quand tu veux de quelque chose et il faut te mettre dans une carrure pour avoir le dessus sur la personne. Sinon, ça ne marche pas partout. C'est un truc que je n'apprécie pas trop. Je préfère le management que d'influencer. C'est un bon métier parce que celui qui est un influenceur, c'est celui qui détient le pouvoir. Et celui qui détient le pouvoir essaie d'arranger d'une manière ou d'une autre sa nation, essaie d'améliorer les conditions de vie de sa population. Quelqu'un qui a de l'influence sur quelque chose ou sur des personnes. C'est quelqu'un qui peut mettre de pression, qui peut mettre un peu de pression dans quelque chose pour quand même bénéficier ou de gagner quelque chose. Si moi je dois comparer des influenceurs au Bénin, je peux parler des Gaiman. Parce que c'est des gens qui utilisent leur influence sur des gens pour gagner de l'argent. Il peut toutefois mettre son influence pour quand même détruire la vie de l'homme. Ou bien pour voler, arnaquer des gens. L'avis des citoyens, Landa, sur la question. Oui, vous êtes étonné d'entendre cela. C'est la perception des Béninois. Oui, les avis sont personnels. Donc, absolument. Oui. Et j'ai envie de préciser quelque chose. Les influenceurs sont spécialisés. Nous avons des influenceurs mode, cinéma, voyage, etc. Donc, selon votre domaine d'activité, vous pouvez aller chercher sur Internet quelle personne incarne pour vous l'image en fait de ce domaine-là et à qui vous pouvez vous fier en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, donc les influenceurs, c'est-à-dire qu'ils proposent ils proposent des destinations, ils proposent des compagnies de voyage. D'accord. Voilà. Justement, par rapport à ce métier-là, Julien, nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup de choses parce que vous avez parlé d'impact. Et justement, c'est souvent des impacts négatifs, je vais dire. Parce que le follower qui vous suit a forcément peut-être envie d'avoir le même standing que vous. Et n'a forcément pas les âmes, ne sait pas comment vous avez démarré et veut peut-être arriver à la cime un peu plus vite. Et c'est justement l'envers du décor. Oui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne se disent pas forcément influenceurs, mais voilà, qui viennent exposer leur vie, leur mode de vie, comment ils voient la vie, vous voyez. Mais vous commencez à suivre ces modèles-là sans forcément prendre du recul pour apprécier tout ce qui entoure ce succès-là. Vous voyez? Et donc, dès lors que vous ne prenez pas conscience et analysez un peu d'où peut-être ce succès est parti, franchement, vous allez dans le décor. Vous ne suivez pas forcément la bonne personne. Quelqu'un peut venir sur les réseaux sociaux dire, moi, j'ai réussi à partir de 5 francs, comme on a l'habitude de voir. J'ai réussi à partir de 0 francs. Mais oui, lui, il a dit. Mais quelle est la vérité derrière? On voit vraiment pas cela. On ne voit pas. Et donc, il faut un peu plus de conscience dans cette envie-là de suivre quelqu'un qui a une visibilité sur les réseaux sociaux. Oui, je vous ai vu totalement pas trop en phase. Si, je suis d'accord avec ce que monsieur dit. Vous savez,
les adolescents sont beaucoup plus exposés à ce problème-là. Et c'est eux qui sont plus encore sur les réseaux sociaux. Oui, parce que vous voyez, quand je prends TikTok, où il y a des influenceuses qui vont se faire des chirurgies esthétiques pour avoir des fesses plus grosses, des seins plus gros, etc. La jeune fille, la petite fille qui est en train de grandir et qui n'en a pas, veut avoir ce corps. Et là, n'en rêve pas. Voilà, elle développe un complexe et à partir de ce moment-là, elle a envie d'aller faire comme cette influenceuse-là. Et vous allez voir que, comme monsieur l'a dit, sur les réseaux sociaux, généralement, les gens viennent raconter ce qu'ils veulent parce qu'il vaut mieux donner envie que faire pitié. Rares sont les personnes qui viennent pleurnicher sur les réseaux sociaux. La personne peut avoir mangé du gari hier soir et venir vous dire, écoutez, j'étais dans tel hôtel aujourd'hui, alors qu'il a posté une photo d'il y a je ne sais pas combien de temps. Et vous vous dites, mais quelle vie! Moi, pourquoi j'ai pas ce genre d'opportunité? Pourquoi je n'ai pas pourquoi je n'ai pas l'opportunité de voyager? Alors que ce mec, il a voyagé il y a 10 ans, en fait. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens dépriment en se basant sur ce qu'on leur montre. Et ce qu'on oublie, c'est que les gens ne vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer en vrai. Donc, il faudra savoir faire le tri. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Moi, j'ai déjà vu des couples qui paraissent heureux sur les réseaux sociaux, influenceurs, et tout. Mais après, derrière, c'est des coups de poing. Les gens, ils sont pas heureux. Mais ils doivent montrer sur les réseaux sociaux que tout va bien. Donc, il faut faire très attention. J'ai suivi dernièrement une interview d'une influenceuse à Abidjan. Que vous mettez les griffes. Veuve d'un célèbre artiste, à qui on pose la question, que faites-vous aujourd'hui dans la vie? Elle dit, je suis influenceuse. Je dis, influenceuse? D'accord. Quelqu'un comme ça, qui tout le temps passe son temps à se dénuder sur les réseaux sociaux, à s'habiller pas décemment, dit qu'elle est influenceuse, je me dis, il faut faire attention. Il faut faire attention à ceux que vous prenez pour modèle. Si quelqu'un qui se fait passer pour un modèle ne s'habille pas bien sur les réseaux sociaux, moi, je me dis, il y a un problème. Et donc, soit... Mais on dit que la vie ne fait pas le moine. Il faut la conscience justement du followers pour pouvoir faire le tri. Nous allons entendre rapidement Marie, vous voulez réagir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que tout n'est pas mauvais, au fait. Parce qu'il y a des influenceurs qui sont des motivateurs. Lorsque, par exemple, il s'habille bien, il veut sûrement passer un message. Et lorsque le message, c'est à vous de le prendre dans le bon sens. Il y a peut-être un test, il s'habille bien, il a un bon repas, ou bien il se présente quand même confortablement. Donc c'est à vous de choisir le bon sens pour ne pas aller, de faire en fonction de vos moyens pour ne pas aller dans le décor. Je pense que tout n'est pas mauvais, c'est à l'homme même de s'éduquer à choisir le bon en fonction de son moyen. Maintenant, il y a aussi l'autre nuance que je voulais rapidement faire. Lorsque vous vous dites influenceur, c'est que vous impactez. Il y a la différence à faire entre impacter et les likes. Vous pouvez avoir les likes sans impacter. Mais lorsque vous avez les likes, il y a un soulagement. C'est-à-dire ce que j'ai fait. Oui, il y a un soulagement personnel. On peut liker juste comme ça ou bien pas. Mais garde, puisque moi ça va. Non, le like que je dis, c'est pas le like de la publication. Le like de votre page ou bien de ce que vous faites, vous produisez. Le like, il y a un soulagement d'abord personnel pour celui qui a publié, pour celui qui a la page et autres. Le like également vous permet d'avoir une visibilité. Donc, on ne peut pas dire que le like est inutile. Parce que le like qui vous permet d'avoir une visibilité, c'est ça qui peut vous amener le marketing sous d'autres angles. Parce que les entreprises veulent ce que vous arrivez à impacter, mais c'est beaucoup plus la visibilité. Mais c'est pas forcément, justement, parce que l'impact qui est visé, c'est le drame peut-être de la chose. C'est pas forcément l'impact, mais l'impact en matière du nombre de personnes
du nombre de followers. En fait. Oui, c'est pas l'impact peut-être positif, c'est-à-dire changer peut-être le comportement de celui-là qui me suit, impacter positif, non, c'est pas cela, mais plutôt le nombre de personnes qui suivent. D'abord, le premier élément qu'il regarde, c'est combien de personnes suivent cette personne. C'est la même chose. Voilà, exactement. Mais au-delà, il faut qu'ils regardent l'impact. Parce que les entreprises cherchent la visibilité. Le produit là, je veux que 10 000 personnes puissent voir ça. Et lorsque telle personne qui a 10 000 followers, 20 000 publie ça, il peut être sûr qu'au moins 10 000, s'il avait 20 000, au moins 10 000 ont déjà vu. Maintenant, si cette personne-là est influenceuse et qu'elle peut impacter, ça devient double rendement pour l'entreprise. Donc, dire que les likes ne servent à rien, moi, je reste mitigé sur la question parce que je pense que les likes vous permettent, préciser les likes permettent d'avoir on va laisser finir très rapidement, oui. Maintenant, lorsque vous parlez par exemple des TikTok, vous n'êtes pas sans savoir que TikTok est rémunéré. Et là où il y a l'argent, chacun cherche à créer, à sortir son ingéniosité pour pouvoir impacter. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux marchent. Ça marche, vous allez voir que pour ceux qui ça marche, c'est ceux qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire... On va revenir, Marouf, sur la rentabilité de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Oui, précieuse. Oui, j'aimerais préciser qu'on n'a à aucun moment dit que les likes étaient inutiles. Ah, c'est ce que j'avais compris. Les likes, en fait, sans voilà. impact, sont inutiles. C'est ce qu'on a dit. Que ça soit... Écoutez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi dire. Je vais vous donner... Le débat, quand vous dites sans impact, au fait, Voilà. qu'est-ce que vous voulez y mettre? D'accord. Je prends l'exemple d'une fille qui vient sur les réseaux sociaux et qui ne se montre qu'en bikini tous les jours. C'est quoi l'impact? Se faire voir. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact sur la personne qui suit? Pour moi, c'est zéro impact. Même à partir du moment où elle commence à... Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas d'impact. Et c'est un avis très personnel. Pour moi, quand il n'y a pas d'impact, les likes sont inutiles. J'ai envie de vous préciser un truc. Vous connaissez Kabilam? Kabila, pas forcément. Kabilam, c'est le deuxième TikToker le plus suivi en ce moment. Il est sénégalais et il vit en Italie. Ce mec-là, dans la période de Covid, comment ne pas le mec qui fait ça, il ne dit rien dans ses vidéos. Les gestes, c'est beaucoup plus... le mec ne dit rien dans ses vidéos, mais aujourd'hui, il est suivi par 128 millions de personnes. Il est suivi par les plus grandes célébrités. Tout le monde veut le rencontrer aujourd'hui. Mais il a su saisir l'occasion pour faire de quelque chose, comment dire... comment dire? Il a su machiniser rentabiliser son impact, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il aurait pu rester dans son coin après avoir été licencié, ne rien faire du tout, mais il a saisi TikTok. À aucun moment on a dit que TikTok était mauvais. Je suis sur TikTok, en fait. Et quand vous créez du contenu et que derrière... En fait, pour moi, je suis pragmatique et tellement dans les très cartésiennes. Pour moi, il faut un impact. Il faut du concret. Il ne faut pas forcément voir l'aspect marketing de la chose. Il faudrait pouvoir s'intéresser. Moi, je suis spécialiste de personal branding. Le personal branding, c'est quoi? Le développement de votre image de marque. Quand je vous vois, à quoi est-ce que je dois penser? Quand vous entendez Patrice Talon, à quoi est-ce que vous pensez? Quand vous entendez Kabilam, à quoi est-ce que vous pensez? Quand vous entendez Barack Obama, à quoi est-ce que vous pensez? D'accord. Donc, pour moi, il est important que chaque influenceur s'identifie. On puisse identifier chaque influenceur à travers quelque chose de concret. Je ne suis pas dans les futilités. Et je ne veux pas aller m'abonner au compte d'une personne qui raconte des conneries à longueur de journée, et qui ne recherche que des likes, en fait. Et comment moi, ça n'a pas de sens. Vous faites le tri en tant que personne de ce monde-là? Comment vous arrivez à dénicher celui qui pourra vraiment impacter votre quotidien? Des centres d'intérêt. Si je m'abonne à votre page déjà, c'est parce que j'ai trouvé à un moment donné qu'il y a un contenu qui m'intéresse, qu'on partage peut-être les mêmes passions, que vous m'apprenez quelque chose. Une page où je n'apprends rien, une page où je ne peux pas rigoler.
Ça ne sert à rien pour vous. Ça sert à rien. Julien, oui, c'est vrai, les followers, les likes et tout, mais apparemment, le followers est apparemment laissé pour compte. On ne s'intéresse pas forcément à sa vie, au fait. C'est juste qu'il like, qu'il aime, qu'il voit ce que je fais, et puis le reste, on s'en tape. Moi, je fais mon argent, et puis bon, le monde peut rester pauvre, on s'en fout, en fait. Le follower, c'est un peu la ressource sur laquelle on se base pour monétiser tout ce qu'on fait en termes de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit du côté des influenceurs ou du côté des marques qui profitent parce qu'en fait c'est la base de données qui permet à tout le monde en fait de profiter d'un service donné. S'il n'y a pas cette base de données ou cette communauté, ni l'un ni l'autre n'a vraiment pas de l'importance. Et donc, le grand travail, c'est au niveau des influenceurs qui sont un peu comme on l'a dit, des leaders d'opinion de cette communauté de personnes-là, mais qui en fait derrière, pour continuer à engager cette communauté, partagent les bonnes valeurs avec ces gens-là, et dès qu'ils se retrouvent dans ces valeurs-là, ils restent. Et plus eux, ils restent avec vous, plus c'est de l'argent que vous faites auprès des marques. Parce qu'aujourd'hui, en termes de marketing, pour revenir un peu en arrière, les entreprises aujourd'hui ne misent pas que sur les likes ou sur la visibilité du leader d'opinion, mais sa capacité à me faire de l'argent, sa capacité à me faire vendre des produits et services. Donc, quoi qu'on dise, c'est vrai, les followers se sont un peu lésés, mais forcément, ils sont, dès qu'ils sont attirés par quelqu'un qui leur propose, c'est pas un service comme Précieuse qui est personal branding, forcément, on la suit, et parce qu'on sait que si je la suis, elle partage des astuces de mode, des astuces pour mieux parler en public, des astuces pour mieux s'habiller, pour mieux se comporter dans la société. Et donc forcément, il y a un intérêt à la suivre. Donc en réalité, l'influenceur doit être cette personne-là qui, au-delà de toutes les économies ou de l'argent, se fait de l'argent ou se fait de la visibilité. Donc c'est pas forcément ceux-là ou cette personne-là qui expose tout de leur vie. Il doit pouvoir proposer, il doit pouvoir proposer quelque chose aux followers. Si je m'en tiens à ce que Précieuse dit et ce que Julien aussi dit. C'est forcément cela. Et en tant que influenceur, il faut avoir un domaine bien défini. Qui caractérise votre présence sur les réseaux sociaux. Si les gens sont attirés par vos prêches, d'accord, en tant que guide religieux, ils vont vous suivre. Mais dès que vous quittez là, et vous allez dans le buzz, c'est justement ceux qui font le buzz qui ont plus de followers. En fait, c'est le problème en réalité. Quand nous prenons, par exemple, Julien, Précieuse, Marouf, les influenceurs ou les influenceuses de la sous-région, parce que c'est plus une histoire de femmes que d'hommes, on retrouve plus de femmes. C'est pas forcément une marque qu'elle représente, c'est pas forcément un service qu'elle propose, c'est juste montrer l'étendue de leurs biens, leur avoir, et c'est cela en fait qui leur amène plus de followers. Le buzz, ça, on n'arrive pas à comprendre. Préciser un truc. Vous savez, quand vous êtes au centre d'un bad buzz et que les gens viennent s'abonner à votre page, vous pensez que ces gens-là viennent pour la bonne raison? Non. On attend les buzz, au fait. On attend les buzz. On attend des futilités du même rang. Et à partir du moment où vous n'en servez plus, il n'y a plus d'engagement. Les gens disparaissent. Ça n'a pas de sens. Le buzz, en fait, c'est l'une des stratégies de marketing aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y en a qui sont spécialistes de ça, d'accord, qui sont spécialistes de conception de buzz et de buzz. Forcément parce que qu'est-ce que l'internaute va chercher aujourd'hui quand il active un forfait Internet? Se distrait. Se distrait. Quand on a fini de parler. D'abord se distrait et après se faire former. Voilà.
Mais aujourd'hui, la distraction a pris le pas aujourd'hui sur le tout. Du coup, ceux qui se disent influenceurs, qui maîtrisent le mécanisme, sont obligés de créer dans la création de buzz tout le temps. Et plus il y a le buzz, voilà, moins il y a les autres disciplines ont la chance d'émerger. Donc aujourd'hui, les gens sont plus attirés par le buzz, quelle est la relation avec telle personne, qui est sorti avec qui a volé quoi. Et on est plus impacté, attiré par cela. Et donc, en tout cas, les community managers aujourd'hui, pour mieux engager cette communauté qu'ils ont, sont obligés d'aller sur cette voie-là. Marouf, je vous ai vu écrire... nous noter assez, vous m'en voulez si je ne vous donnais pas la parole. Mais on parle de buzz, est-ce parce que nous ne sommes pas forcément, c'est peut-être mon appréciation à moi, nous ne sommes pas forcément un pays à beaucoup de buzz, que nos influenceurs à nous ne se font pas voir, n'ont pas beaucoup de followers. Ça peut être au moment où des gens sont à 2 millions, 3 millions, les nôtres peut-être à 1500, etc. Oui, la connexion n'est pas facile chez nous d'abord. Ça, c'est votre problème numéro 1. Oui, ça, il faut le dire d'abord. Dans les autres pays où vous voyez 1 million, 2 millions, soyez sûr que la connexion ne coûte rien. Rien. Donc, tout le monde a accès à Internet et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc, comprenez la différence. Mais dire également qu'il n'y a pas buzz chez nous, mais attention, vous cliquez. Accordez. Validé. Non, ça, c'est des phénomènes. Est-ce que vous en entendez encore parler? C'est vrai que ça peut être érigé une petite image. Bon, je ne vais pas qualifier l'image. Ça érigé une image, une marque et tout. Mais est-ce qu'on entend? En fait, ça ne dure pas dans le temps. Alors que c'est continuel. C'est presque tous les jours, en fait. Oui, c'est pour ça, c'est buzz. Mais à chaque fois, si peut-être vous êtes abonné, vous verrez qu'il crée toujours quelque chose. Mais peut-être, c'est pas. Au BD, on n'en trouve pas assez. C'est vrai, vous avez raison. Moi, je pense que les gens, l'accès à Internet n'est pas aussi facile comme ça. C'est quand même quelques sous et il faudrait, c'est peut-être l'occasion de réduire. Il y a eu un moment, on a dit, j'ai vu sur le dette. En tout cas, de toutes les façons, si on pourrait réduire encore la connexion, permettre à tout le monde d'avoir accès et pour que la connexion ne coûte rien, vous verrez que ça, il y aura une flambée. Là, vous avez saisi l'instant pour faire votre plaidoyer. Je ne pense pas que le coût de la connexion au Bénin soit le véritable problème de l'engagement des gens sur Internet aujourd'hui. Non, c'est l'un. Non. Il a noté que c'est pas négligeable selon lui. C'est beaucoup plus aujourd'hui quelle est la mentalité des Béninois. Le Béninois n'est pas le genre de personne à faire les délires. Le Béninois est conservateur. Le Béninois n'aime pas trop. Il y en a quelques-uns parce que eux ils sortent. Mais généralement, on n'aime pas. C'est pas des gens polémiques. Les Béninois ne sont pas des gens polémiques, contrairement à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vu qu'on est beaucoup plus exposé, comment on appelle, enfin, vu qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont fait de la planète ou bien, je sais pas, un petit village, on est beaucoup plus attiré par ce qui se fait en Côte d'Ivoire. On suit davantage les pages ivoiriennes et du coup, on a commencé à copier. Mais sinon, à la base, les Béninois, c'est pas... Non, mais nous batagba. Oui, Précieuse, nous allons vous entendre sur le sujet. Pourquoi le métier a du mal à prendre réellement chez nous? Alors, je pense qu'il y a déjà très peu de personnes qui osent, qui ont envie, qui ont quelque chose de concret à proposer. C'est déjà... Oui, moi, c'est le principal problème. Oui, il y a déjà très peu de personnes qui ont quelque chose de concret à proposer, très peu de personnes qui sont crédibles. Pour moi, c'est une question de crédibilité. C'est la base, c'est très important. Si vous n'êtes pas crédible, pourquoi je viens vous confier mon produit? Donc, il y a ce problème-là. Après, il y a le fait que beaucoup de gens se plaignent des Béninois, qu'ils préfèrent soutenir les gens d'autres pays que leurs propres frères. C'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est une réalité. Vous allez voir les Béninois commenter des posts sur d'autres pages, d'autres pays, mais quand leurs propres frères font des posts, désert quoi. Et Axel Merrill. L'importance justement de ce buzz
Axel Merrill, qui est le Béninois le plus suivi aujourd'hui, je crois qu'il a, je ne sais pas combien de millions d'abonnés, mais il a dépassé 1 million d'abonnés depuis. Il se plaint tout le temps. Mes abonnés, ma communauté est constituée de tout le monde, sauf vraiment mes frères béninois. Donc je pense qu'il faut, monsieur a parlé de mentalité, il faut changer un peu la mentalité, il faut allumer les cerveaux comme Kamal Radi le dit. Oui, Marouf Boussari. Il faut peut-être ajouter que les Béninois aussi aiment beaucoup plus la politique. La politique. Donc, ce secteur-là, lorsque ce sont des éléments de ce secteur, ça les intéresse beaucoup plus que les autres. Et également, c'est vrai, les Béninois sont conservateurs, mais vous allez voir que c'est à un niveau donné. C'est les gens d'une autre maturité. La jeunesse n'est pas encore dans ça. La jeunesse, les tout petits, les jeunes, c'est eux qui font ça, c'est eux qui s'intéressent beaucoup plus au buzz. Je serais étonné de voir un père de famille, c'est vrai que ça existe, mais c'est très rare. Un père de famille en train de parler d'un buzz, alors qu'il a beaucoup de préoccupations, la scolarité de l'enfant, toutes les dépenses, la maison, la voiture. Non, mais dans les autres pays, il y a ce problème-là aussi. C'est ce que je veux vous dire. C'est qu'au Bénin, on est beaucoup plus concentré. Mais dans les autres pays... Ils ne sont pas concentrés, non, c'est ça, je le suis. Je dis que le Béninois est beaucoup... Life Le Béninois est beaucoup plus conservateur. Mais pour ceux-là qui sont d'une certaine maturité, sinon les jeunes, ils sont beaucoup plus dans le buzz. Et c'est pour ça que je reviens à ma préoccupation. Lorsque ça va diminuer, vous verrez qu'il y aura forcément une flambée sur les réseaux sociaux, une flambée un peu partout. Parce que, autrement dit, ces choses-là permettent à certains de gagner leur vie, de mieux s'habiller. Maintenant, lorsqu'on parle d'influenceurs, il ne faut pas en même temps regarder le gain. Il ne s'agit pas du gain. Moi, je suis un peu frustré qu'on me parle du gain, qu'on me parle de marketing. Non, c'est d'abord l'impact que vous avez sur la communauté. Et ça, c'est la logique. Maintenant, mais après dans l'action, c'est pas ce qui se fait en réalité. Je n'ai pas compris. La logique, c'est ça. Le principe, c'est ce que... Le principe, c'est ça. Dans l'action, en fait, c'est pas ce que nous observons. Et c'est généralisé. Voilà. Et on voit en même temps que quelqu'un se met sur le net, c'est pour avoir beaucoup plus de visibilité, c'est pour pouvoir... impacter certaines structures ou bien pouvoir aller vendre des produits. Non, il faut prendre le temps d'impacter une communauté. Et lorsque, par exemple, vous ne faites pas des rencontres pour savoir ce que vous impactez, il y a quand même la trame de vos discussions, de vos publications. Lorsque vous publiez, lorsque, par exemple, j'ai 10 000 followers, j'ai 10 000 personnes qui me suivent, lorsque je publie une fois, combien de personnes arrivent à commenter, combien de réactions j'ai. Et en fonction des réactions que vous avez sur les publications, vous savez en même temps que, au moins cette partie-là, je sais que ceux-là, j'arrive à les impacter positivement en fonction de la direction que je me suis fixée. C'est pour ça que je disais au départ, une parcelle d'activité. Lorsque vous êtes dans votre parcelle d'activité, ça arrive à marcher. Donc c'est ça. Je pense qu'il faut faire cette étude-là et il faut être patient également avant de penser au gain. Rien n'est facile. Il faut aller mollo, étape par étape. Mais si je désire avoir de l'argent et que c'est le moyen le plus facile, pourquoi vous voulez que je m'intéresse à forcément l'impact positif voilà. que j'aurai? En fait, c'est une question de logique en réalité. C'est pour ça qu'on arrive à la dépravation, comme vous constatez. Lorsque tout de suite, tu te mets dans ton objectif, tu te dis, je pars sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Mais attention, pour gagner de l'argent, pour avoir plus de visibilité, il faut faire ce que les gens n'ont pas encore fait. Et pour faire ce que les autres n'ont pas encore fait, c'est qu'il faut étendre sa cuisse. Pour qu'il y ait plus de visibilité. Ou bien il faut faire quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que je dis, pour être influenceur, l'influenceur d'abord, c'est l'impact. D'abord. Après, on peut vous solliciter en fonction de votre impact et en fonction de votre visibilité. Est-ce qu'il faudrait apprendre aux influenceurs à influencer, finalement, précieuse? Peut-être. Moi, je n'ai pas besoin d'exposer mes cuisses ou n'importe quoi d'autre pour attirer l'attention des organisations internationales pour des collaborations. Donc, pour moi, exposer ses cuisses, vous attirez la mauvaise cible. Ça, c'est dans le bad buzz. Oui, mais après, voilà, l'impact, pour moi, c'est important, en fait. Vous allez toujours attirer les dragueurs quand vous exposez vos cuisses. Et les dragueurs, ils sont là, pourquoi? Pour acheter vos produits, pas forcément. Julien.
Nous allons vous entendre avant de partir. Est-ce qu'il faudrait apprendre aux influenceurs à mieux faire leur boulot ou les laisser? Non, la finalité, en réalité, c'est ce qu'on y gagne. Non, c'est important de leur apprendre le métier. Parce que beaucoup aujourd'hui ne savent pas que c'est un métier. Dès qu'on est inspiré par quelque chose, on vient écrire. Dès qu'on est inspiré par une citation ou bien par une petite bêtise, on vient l'écrire. Pourvu que les gens viennent rire, pourvu que les gens viennent... Il y a certains, il y a un ami, d'accord, qui aujourd'hui a choisi sa cible. Lui, il sait qu'aujourd'hui, les gens, quand tu viens insulter sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de gens qui viennent. Il a choisi cette catégorie, cette façon de faire. Moi, je ne suis pas confortable avec, mais ça lui marche. Ça lui marche. Ça lui marche. Par moment, ça lui marche. Mais je me dis, quelle est cette façon-là de venir dénigrer les autres sur les réseaux sociaux parce que pour toi, c'est un avis que tu viens porter et que dès que quelqu'un a un avis contraire, tu l'insultes ou Moi, je suis embêté de voir cette façon d'influencer. Et on dit clairement que vous pouvez vous désabonner. Non, oui, voilà. Mais je me dis, quelle est cette façon d'influencer les gens? Ce n'est pas la meilleure façon. Et donc, il faut apprendre aux gens que chaque publication sur les réseaux sociaux doit pouvoir porter un fruit qui, derrière, qu'est-ce que les gens tirent comme bonne graine de ce que je publie. Donc, il faut d'abord orienter ou bien éduquer nos amis par rapport à ça. Et juste après, le reste viendra. Les marques viendront après. Voilà, nous avons 2 minutes pour partir, oui, précieuse. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des blagues sur les réseaux sociaux. On peut très bien partager du contenu de qualité pour impacter, mais de temps en temps détendre l'atmosphère. Et c'est ce que je fais sur ma page, par exemple. Et vous arrivez à contacter vos followers, à échanger? Oui, je les rencontre de temps en temps. Et quel est l'intérêt, justement, de ces rencontres-là? Non, l'intérêt de ces rencontres que vous organisez? Pour moi, c'est fidéliser déjà et puis impacter davantage. Pour moi, c'est important pour moi de partager ce que je sais avec les gens autour de moi. C'est très important. Des jeunes m'écrivent au quotidien, je n'arrive pas à répondre aux messages tout le temps. Donc, ce sont des occasions pour moi d'être en contact avec mes followers, de connaître leurs besoins, de savoir quel type de contenu je dois plus partager et c'est quoi vraiment leurs besoins. C'est le rôle que certains coachs de vie se sont donnés depuis un certain moment. Voilà, notre probablement en tout cas, encore en vogue. Vont au-delà des réseaux sociaux pour aller au contact de ceux qui les suivent. Voilà. Et ça crée le contact et ça a plus d'influence sur ces personnes-là que vous avez comme followers. Oui, nous allons partir, oui. Oui, rapidement, puisqu'on a parlé de coach, c'est pour dire qu'il y a des gens, il y a des influenceurs. Oui, il y a des coachs qui sont influenceurs, mais il faut prendre le coach avec beaucoup plus de tact parce qu'il y a une formation derrière. Tout le monde n'a pas voilà. La formation. Mais déjà qu'il y a une formation derrière, c'est que c'est beaucoup plus sérieux. Et ce qu'il faut dire également, quand je parle de rencontre par exemple, ça lui permet sûrement également de montrer à ses followers que c'est vraiment elle. Ce que je montre là, c'est pas ce que vous ne pouvez pas faire, ce n'est pas de l'extraordinaire, c'est vraiment moi. Et échanger pour leur éduquer aussi, pourquoi les pas, éduquer. Donc l'essentiel également c'est l'éducation, éduquer les gens à publier ce qui est bien, ce qui pourra impacter. Voilà qui est bien dit. Sachez donc qui vous suivez et sachez faire le tri. C'est très important pour ne pas céder à ces peut-être vendeurs de rêves qu'on désigne, mais différents invités de ce soir. Vraiment merci à vous Julien Kodjenou. Je rappelle que vous êtes journaliste, producteur radio. Merci. Pour votre disponibilité. Précieuse Nadi, merci beaucoup. Créatrice de contenu
digitaux, donc très présente sur les réseaux sociaux, et Marouf Abiola Poussari, qui est donc de la maison. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le grand déballage de ce soir. Merci de nous avoir suivis pendant ces 2 heures d'antenne. C'était un plaisir pour moi. Toute l'équipe de préparation, de production ainsi que la régie vous remercie donc pour cette attention. On va se retrouver samedi prochain avec le même plaisir.